Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur un air de RH, le podcast dédié aux dirigeants de PME et aux professionnels des ressources humaines, proposé par les éditions Tissot et Culture RH. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle sous un angle juridique, car l'IA, elle s'invite dans toutes les fonctions de l'entreprise, aussi bien les ressources humaines que la comptabilité, le marketing, la relation client et j'en passe. Sa promesse? Des gains de temps considérables, une meilleure productivité, une automatisation des tâches fastidieuses, mais aussi une révolution de la créativité. 58% des dirigeants de PME ETI considèrent que l'intelligence artificielle est un enjeu de survie de l'entreprise selon la récente étude de l'ILAB et de BPI France. Et quasiment la moitié des entreprises déclarent promouvoir ou accepter l'usage de l'IA parmi leurs équipes. Mais derrière ces promesses enthousiasmantes se cachent aussi des risques juridiques majeurs, souvent sous-estimés. Alors IA, à tout risque pour l'entreprise? Dans cet épisode, on va voir comment déployer l'IA en entreprise en maîtrisant les enjeux juridiques liés à son utilisation. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Muniki, avocate collaboratrice au sein du cabinet Empreinte Avocat à Annecy. Allez, c'est parti! Bonjour Marie! Bonjour Pauline, bonjour à tous. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es donc avocate collaboratrice au sein du cabinet Empreinte Avocat qui est implanté à Annecy et vous intervenez principalement dans les domaines du droit du numérique, de la protection des données personnelles et de la propriété intellectuelle. Alors, pour commencer à nous mettre un peu dans le bain, est-ce que tu peux nous rappeler assez succinctement le cadre réglementaire autour de l'IA? Parce qu'il y a quand même une première mondiale à mentionner qui est, pas sans conséquence pour les entreprises. Alors oui, en effet, tout d'abord, il faut noter que l'intelligence artificielle touche à de multiples domaines, ce qui fait qu'elle était déjà et reste soumise en dehors de toute législation spécifique aux règles de droit commun telles que la responsabilité civile, le droit commun des contrats ou encore la propriété intellectuelle. Mais face à l'émergence de cette nouvelle technologie, les questions qu'elle pose, ses enjeux, et dans l'objectif aussi de fixer un cadre harmonisé au niveau européen, l'Union européenne, depuis un peu plus d'un an maintenant, a adopté un texte spécifique dédié à l'intelligence artificielle, ce qui en fait le premier texte au monde sur l'IA. Il s'agit donc de l'IA Act, enfin, il est plus connu, enfin, ce règlement européen est plus connu sous le nom de d'IA Act, et il marque un tournant majeur pour tous les acteurs économiques qui doivent désormais s'y conformer, et ce, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité ou même leur rôle par rapport à l'intelligence artificielle, à savoir qu'ils conçoivent, développent l'IA en tant que telle, l'utilisent en interne ou la commercialisent. Et que dit, justement cette IA? Quelles sont les grandes lignes que nos auditeurs doivent retenir? Alors déjà, dans un premier temps, l'IA Act ne s'applique pas du jour au lendemain à 100%. Il a une entrée en vigueur progressive avec plusieurs échéances jusqu'en 2027. Donc depuis août 2024 jusqu'en 2027. En février dernier, par exemple, les systèmes d'IA qui sont dits à risque inacceptable car jugés trop dangereux, trop attentatoires aux droits et libertés fondamentaux sont tout simplement interdits. C'est notamment les systèmes d'IA qui font de la notation sociale ou de l'identification biométrique à distance, en temps réel et à des fins répressives. Plus récemment, au début de ce mois d'août, les obligations liées au système d'IA à usage général, telles que ChatGPT, sont entrées en application. Puis, en août 2026, ce sera autour des systèmes d'IA dits à haut risque ou à risque élevé. On entend les deux termes. Et le reste suivra jusqu'en 2027, pardon, avec la mise en œuvre complète du texte. En résumé, l'IACT commence à produire ses effets dès aujourd'hui et les entreprises doivent se préparer à respecter certaines obligations, à se prémunir des risques de l'intelligence artificielle, notamment lorsqu'elles l'utilisent en interne. Alors, il y a donc différents paliers, d'entrée en vigueur de cette réglementation jusqu'en 2027.
Mais c'est un sujet, dont il faudrait se saisir dès maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer clairement les enjeux juridiques pour les entreprises? Oui, tout à fait. On peut identifier, 4 enjeux juridiques majeurs pour ne citer, que cela pour une entreprise qui utilise l'IA en interne. Donc on a le sujet de la responsabilité, de la protection des données à caractère personnel lorsqu'on a un traitement de données à caractère personnel, la confidentialité, des informations qui seront fournies pour le fonctionnement du système d'intelligence artificielle et la question de la propriété intellectuelle, également. Donc, s'agissant de la responsabilité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises peuvent être tenues responsables en cas de dysfonctionnement de l'IA et de dommages qui seraient causés par ces dysfonctionnements. Et un des plus gros risques, ce sont les biais algorithmiques qui vont créer donc des discriminations. Par exemple, lorsqu'une IA est utilisée pour trier des CV lors d'une candidature à une offre d'emploi, et que cette IA écarte systématiquement des profils en raison de leur origine, de leur âge ou du genre, on est en plein dans la discrimination à l'embauche et ça, c'est juste pas possible, c'est illégal. Est-ce que tu fais référence à un cas concret? Alors oui, on peut très bien citer une affaire qui est pendante aux États-Unis, qui met en cause un fournisseur de logiciels SIRH qui s'appelle Workday et qui a été donc mis en cause par une personne qui a fait l'objet d'une discrimination à l'embauche. Donc l'entreprise est accusée d'avoir contribué à une discrimination à l'embauche via l'outil qu'il a fourni. Et donc on a une question aussi de savoir qui est responsable. Est-ce que c'est ce fournisseur de logiciels RH, l'entreprise elle-même qui l'a utilisé, ou encore peut-être le DRH lui-même. Donc ça montre bien que ces outils peuvent avoir un impact juridique très réel et que les entreprises doivent faire preuve de vigilance. Alors en plus de la responsabilité, tu faisais aussi référence à la protection, des données à caractère personnel. Est-ce que tu peux nous en dire aussi davantage sur cet enjeu? En effet, les outils d'intelligence artificielle ont souvent besoin d'un volume massif de données pour fonctionner et ces données peuvent être à caractère personnel. Donc, dans ce cas-là, les entreprises vont devoir se conformer à une autre réglementation, qui est la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel. On a aussi donc une réglementation européenne, le RGPD, mais on a aussi une loi française, la loi informatique et liberté. Et donc les entreprises vont devoir notamment s'assurer que les données sont bien sécurisées afin d'éviter les accès non autorisés à ces données à caractère personnel. D'accord, donc respecter, l'IA Act, ce ne dispense pas du tout, du RGPD. Exactement. L'IAC ne remplace pas le RGPD. Il s'y ajoute. Ce sont deux cadres complémentaires. Et d'ailleurs, la CNIL, qui est l'autorité de protection des données personnelles en France, publie régulièrement des fiches pour aider les entreprises à mettre en conformité et à interpréter le RGPD de manière appropriée au regard des enjeux de l'intelligence artificielle. On peut aussi citer, au-delà des données à caractère personnel, des données qui sont sensibles sans même être à caractère personnel, donc des données qui peuvent être attachées au savoir-faire de l'entreprise, aux données stratégiques ou financières de l'entreprise, et qui sont donc soit par nature sensibles, soit soumises à des engagements de confidentialité et là, le problème, c'est que certaines intelligences artificielles, notamment celles qui comportent de l'apprentissage continu, peuvent être amenées à réutiliser ces données ou à les divulguer indirectement à des concurrents. Et donc, par exemple, si un salarié interroge un chatbot avec des informations confidentielles, il peut, sans le vouloir, exposer ces informations à l'extérieur et en faire profiter les concurrents. Donc ça peut conduire à une violation des engagements de confidentialité pris par l'entreprise vis-à-vis de ses clients ou de ses partenaires et aussi à la divulgation d'informations stratégiques à ses concurrents. Alors, pour parler, très concrètement, en prenant, des situations assez communes, pour les entreprises,
Est-ce que juridiquement, une entreprise a par exemple le droit d'utiliser une image générée par l'IA pour illustrer un article de son site ou une publication sur les réseaux sociaux? Alors, sur le principe, il est possible d'utiliser une image générée par IA, que ce soit pour un article ou une publication sur les réseaux sociaux. Rien n'interdit en tant que tel une telle utilisation. En revanche, il faut avoir en tête plusieurs points de vigilance. Tout d'abord, il faut être sûr que dans les conditions générales de l'outil, on soit bien autorisé à réutiliser le contenu qui est généré par l'outil, donc à titre promotionnel, publicitaire ou même à titre commercial. Deuxième point d'attention, il faut veiller à ne pas utiliser des images qui s'inspirent de contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle, tels que des œuvres préexistantes, œuvres d'art, personnages de dessins animés ou autres, dans la mesure où cela peut entraîner la reprise d'éléments distinctifs protégés par des droits de propriété intellectuelle, notamment des droits d'auteur, et ainsi constituer une contrefaçon. De la même manière, on peut aussi parler de la reprise d'un style. On a beaucoup vu sur les réseaux sociaux des publications qui reprenaient le style Studio Ghibli. Donc même si en tant que tel, le style n'est pas protégeable par le droit d'auteur, son utilisation peut être qualifiée de concurrence déloyale ou de parasitisme, dans la mesure où on peut avoir un risque de confusion entre ce style préexistant et l'image générée par l'IA, ou même une exploitation tout simplement une exploitation indue de la notoriété ou du savoir-faire de l'auteur de ce style. Donc le plus précautionneux ici, c'est d'éviter des prompts qui sont susceptibles d'aboutir à la reproduction ou à l'utilisation de contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle. OK. Donc, pour résumer, oui, la pratique est, légale, mais bon, quand même sur, certaines conditions. Et d'ailleurs, à qui revient la propriété intellectuelle de, l'image quand on utilise l'IA? Alors, la question de la titularité des droits d'auteur sur une image générée par une IA n'est pas évidente. Cela reste du cas par cas. Il faut d'abord pouvoir démontrer que l'image est originale. En droit français, c'est en effet que si l'image porte l'empreinte de la personnalité de son auteur qu'elle peut prétendre à la protection par le droit d'auteur. En ce sens, si l'image est générée uniquement par l'IA, sans intervention humaine, disons, créative et significative, alors en droit français, elle ne peut pas être protégée par le droit d'auteur. En revanche, si l'utilisateur joue un rôle actif dans la création, en guidant précisément l'outil, en retravaillant l'image, etc., il peut être considéré comme auteur, mais cela reste du cas par cas et il faut parfois, enfin, il faut pouvoir démontrer que l'image porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur, donc c'est un critère assez subjectif. Et enfin, enfin je le rappelle, je viens de le dire, mais il est important de vérifier les conditions générales d'utilisation de l'outil pour être sûr qu'on peut réutiliser ces images et, euh, et savoir si l'outil en lui-même ne se réserve pas des droits sur ces images. D'accord. Alors Marie, avec Empreinte Avocat, tu accompagnes des entreprises dans leurs projets, technologiques et innovants. Ce sont des entreprises, aussi bien des startups, des PME que des ETI et vous leur apportez donc un cadre juridique sécurisé et adapté à la réalité opérationnelle de leurs activités. Parce que oui, aujourd'hui, c'est pas forcément très clair pour les entreprises de savoir ce qu'elles ont le droit de faire ou pas avec, l'IA. Qu'est-ce qu'il est préconisé, de mettre en place avant de déployer un outil, d'intelligence artificielle en entreprise? Alors, chez Empreinte Avocat, effectivement, nous, on recommande de réfléchir bien avant d'utiliser l'outil d'intelligence artificielle et tout d'abord d'évaluer le risque que comporte l'usage de l'outil d'intelligence artificielle. Et pour cela, on recommande de se concentrer sur l'approche par les risques qui est au cœur de l'IA Act et donc de vérifier déjà dans un premier temps
quel est le niveau de risque du système d'intelligence artificielle. Donc l'IA lui pose 4 niveaux de risque. On a les systèmes d'IA à risque inacceptable, qui sont donc par principe interdits. On a toute une liste qui est posée par l'IA Act, et c'est notamment les systèmes de notation sociale. On a aussi les systèmes d'IA dits à risque élevé, où on entend aussi à haut risque, on entend les deux termes. Donc ça, ce sont les systèmes d'IA qui sont destinés à être utilisés pour le recrutement, notamment dans le tri des candidatures, pour de l'évaluation professionnelle ou même dans le domaine des assurances ou bancaires pour évaluer la solvabilité d'une personne ou établir un score de crédit. Donc ça, ces systèmes d'intelligence artificielle-là sont autorisés, mais doivent répondre à des obligations spécifiques et renforcées pour préserver en fait les droits et libertés fondamentaux des personnes. On a un troisième niveau de risque, c'est donc les systèmes d'IA à risque limité ou spécifique. On entend les deux termes également. Donc ça, ce sont des systèmes d'IA qui sont également autorisés, mais soumis à des obligations de transparence renforcées. On pense notamment aux chatbots ou encore aux IA génératives de contenu qui vont avoir l'obligation d'informer les personnes sur le fait qu'ils interagissent avec une IA ou que le contenu a été généré par une IA. Et enfin, on a les systèmes d'IA à risque minimal. Donc ça, ce sont tous les systèmes d'IA qui ne rentrent pas dans les précédentes catégories et qui sont par principe autorisés, même si elles restent soumises quand même à des obligations générales notamment sur la formation des personnes qui l'utilisent, mais qui sont donc par principe autorisées. Ensuite, une fois qu'on a identifié le niveau de risque par rapport à l'IA Act, on va se demander si on traite ou non de la donnée à caractère personnel. Puisque donc, comme on disait tout à l'heure, on a aussi cette réglementation, le RGPD, la loi informatique et liberté, qui va venir s'ajouter à la réglementation sur l'IA. Donc une donnée à caractère personnel, c'est toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement. Donc en résumé, ça va être des données telles que des noms, prénoms, adresse email. Ça peut aussi être un numéro de sécurité sociale, une plaque d'immatriculation, dès lors qu'on peut en fait remonter à une personne physique. Et dans ce cas-là, on va un petit peu plus loin et on se demande aussi si est-ce que c'est de la donnée à caractère personnel sensible ou non au sens du RGPD, puisque là encore, on va avoir des obligations renforcées, un cadre un petit peu plus contraignant pour traiter ce type de données. Donc données sensibles, ça peut être de la donnée de santé, ça peut aussi être tout ce qui est données relatives aux condamnations pénales ou infractions pénales. Et on a aussi un régime particulier par rapport aux mineurs. Alors Marie, une fois que l'entreprise a connaissance du niveau de risque, quelle est la prochaine étape à mettre en place pour maîtriser au mieux ce risque justement? En effet, dans un second temps, nous, on préconise de vérifier que l'outil est bien adapté au niveau de risque identifié. Donc, pour ce faire, on va s'assurer que l'éditeur du système d'IA prend des engagements solides, notamment au regard de l'IA Act et du RGPD quand on traite de la donnée personnelle, et de façon plus générale en termes de responsabilité contractuelle. Donc là, il est question d'une part de lire les contrats. Donc ça peut être des conditions générales de vente ou des conditions générales d'utilisation en fonction du type d'outil et porter une attention particulière aux clauses de responsabilité, confidentialité, sécurité et propriété intellectuelle. L'objectif ici est de pouvoir obtenir des garanties solides concernant la confidentialité et l'intégrité des données qui seront fournies au système d'IA pour fonctionner et de pouvoir engager la responsabilité de l'éditeur en cas de dysfonctionnement de l'outil. Et également en termes de propriété intellectuelle, pouvoir préserver donc, sa propriété intellectuelle et
et vérifier que les résultats générés nous appartiennent. Ensuite, ça passe aussi par lire la notice d'utilisation de l'outil pour comprendre son fonctionnement, vérifier s'il existe ou non de l'apprentissage continu et s'il en existe, vérifier s'il profite uniquement à nous en tant qu'utilisateurs ou est-ce que ça va profiter à tous les utilisateurs de l'outil en tant que tel. Et enfin, si le niveau de risque identifié est élevé, donc par exemple si on traite de la donnée personnelle sensible dans un système d'IA à haut risque, on va essayer d'aller plus loin et de vérifier la réalité des engagements de l'éditeur. Donc, pour vérifier la réalité de ces engagements, on va faire un audit préalable. On a plusieurs moyens de mettre en œuvre ces vérifications. Donc, mettre en œuvre un audit, soit déclaratif à partir d'un questionnaire, une grille d'évaluation, ou même mettre en œuvre des tests d'intrusion pour vérifier que les garanties promises soient bien effectives et adaptées au niveau de risque. Et au minimum, il faut exiger une documentation technique telle que la politique de sécurité qui va venir détailler toutes les mesures de sécurité mises en place par l'éditeur pour encadrer le risque un maximum. Alors, est-ce que l'employeur, il a des obligations envers ses employés dans l'usage d'un outil IA? Alors oui, quel que soit le niveau de risque de l'outil d'intelligence artificielle, il y a une obligation générale de maîtrise de l'usage de l'IA dans l'entreprise. C'est une obligation qui est déjà en vigueur et qui se traduit finalement par une obligation de former ses salariés ou toute personne d'ailleurs qui intervient dans le fonctionnement et l'utilisation de l'IA. Donc les managers ou les dirigeants sont également concernés par cette obligation de formation et elle passe par la mise en place d'ateliers de sensibilisation de manière générale à l'intelligence artificielle. Ça peut être aussi de façon plus spécifique par rapport aux outils qui sont utilisés ou en fonction des profils des personnes qui vont utiliser l'outil, donc les fonctions occupées, leurs compétences techniques ou non sur l'intelligence artificielle. Et enfin, porter les notices d'utilisation des outils à la connaissance des personnes qui vont être utilisateurs de ces outils, sachant qu'on parle vraiment d'une véritable formation, de transmission de compétences. Donc la seule documentation ne semble pas suffisante. Il faut vraiment un véritable atelier qui permet de transmettre des compétences aux personnes qui vont utiliser l'IA. D'accord et au-delà des salariés, est-ce que l'entreprise a des obligations de transparence, vis-à-vis d'autres utilisateurs, d'autres acteurs de l'entreprise comme par exemple, peut-être les candidats ou les fournisseurs? En effet, de ce côté-là, il est nécessaire donc déjà d'informer les personnes qui sont concernées par un usage de l'IA dans la prise de décision les concernant. C'est-à-dire que toute personne qui va postuler à une offre d'emploi, si l'entreprise, potentiel futur employeur, utilise un outil d'intelligence artificielle pour trier les CV, évaluer les compétences de la personne, elle doit être complètement transparente vis-à-vis des candidats et les informer qu'il y a l'usage d'une IA pour faire une première sélection ou un tri de candidature. Ensuite, on a aussi tout ce qui est mention d'information par rapport aux chatbots ou aux IA génératives de contenu. Donc, une obligation de transparence renforcée par rapport à ces systèmes d'IA à risque spécifique. Donc les personnes doivent être informées qu'elles interagissent avec une IA ou que le contenu a été généré par une IA. Et après, de façon générale, quand on traite de la donnée à caractère personnel, la réglementation impose une obligation d'information des personnes concernées par ces traitements et ça passe notamment par les politiques de confidentialité ou les mentions d'information qui sont présentes sur des formulaires de collecte de données.
D'accord. Et très concrètement, heu, quelles actions, tu recommanderais de mettre en place pour aider, l'employeur à maîtriser l'usage de l'IA et éviter même le shadow IT dans son entreprise? Quand, je dis, shadow IT, c'est pour faire référence à l'usage d'outils dont on ne connaît, pas bien les risques ou l'utilisation, par les employés. Oui, tout d'abord, notre première recommandation, là-dessus et qui rejoint finalement, l'obligation générale que je viens de citer de maîtrise de l'usage de l'IA dans l'entreprise, c'est de mettre en place une politique interne sur l'usage de l'IA. Donc l'objectif est de définir un périmètre d'utilisation, de l'IA dans l'entreprise de façon très claire pour les collaborateurs. Donc, à savoir, et donc créer des règles claires pour leur permettre de savoir quels outils d'IA les collaborateurs peuvent utiliser, quels usages sont acceptés, quels usages sont interdits, quelles sont les spécificités selon les métiers, le niveau de formation des personnes, etc., voire même en fonction des spécificités des outils d'IA en eux-mêmes. Par exemple, on peut très bien imaginer qu'un service marketing ait le droit d'utiliser des IA générateurs de texte ou d'images dans le cadre de leur communication en interne à l'entreprise, alors que d'autres services comme le juridique, le financier ou les RH seraient soumis à plus de restrictions par rapport à ce type d'outils. De même, un collaborateur qui va être formé à l'intelligence artificielle ou à un outil d'intelligence artificielle en particulier pourra avoir des droits ou des responsabilités différents d'un collaborateur qui n'a pas été formé. Ensuite, au-delà de la politique IA, on peut aussi mettre en place une cartographie des systèmes d'IA qui sont utilisés dans l'entreprise pour avoir une vision globale et complète sur les outils qui sont utilisés, quel est leur niveau de risque, le type de données traitées, est-ce qu'on a de la donnée à caractère personnel ou non, et qui est autorisé à les utiliser. Et bien sûr, pour éviter d'avoir une documentation qui est dormante et qui n'est pas respectée, il convient donc de la rendre contraignante et de sanctionner si besoin les collaborateurs qui ne la respecteraient pas. Et dans les faits, qu'est-ce qu'on entend par, rendre sa politique, contraignante? Est-ce que tu peux nous préciser ce que ça veut dire? Oui, alors rendre sa politique contraignante, c'est tout d'abord porter cette politique IA à la connaissance des collaborateurs, en la rattachant au règlement intérieur de l'entreprise, en la partageant dès l'arrivée du salarié dans l'entreprise et la mettre à disposition sur un support partagé qui est accessible à tout moment. Ça peut être un intranet si l'entreprise est dotée d'un intranet ou un dossier partagé qui permet voilà, d'être accessible à tout moment. Également, s'il y a des mises à jour sur cette politique, pouvoir l'adresser aux collaborateurs en question et prévoir des sanctions disciplinaires en cas de manquement d'un collaborateur. Alors les sanctions disciplinaires, j'imagine qu'elles sont, déjà probablement assez, dissuasives à l'utilisation non réglementée de l'IA par les employés. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens, des astuces à adopter pour responsabiliser ses collaborateurs? Alors oui, au-delà des règles établies dans la politique IA, il est également important de permettre aux collaborateurs d'adopter de bons réflexes. Et ça passe notamment par la sensibilisation à la qualité et à la pertinence des données qui seront fournies à l'IA. Donc l'idée, c'est de sensibiliser le collaborateur sur les données qu'il va fournir à l'IA, donc le former sur la formulation de requêtes claires et ciblées, tout en respectant les principes de minimisation. Donc ça veut dire en évitant de renseigner des données qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'IA et éviter aussi, bien sûr, de fournir des données qui sont sensibles, confidentielles, qu'on n'est pas autorisé à partager dans ces outils. Ensuite, un point essentiel aussi, c'est de ne pas prendre pour argent comptant les résultats qui vont être générés par l'outil.
Donc, vérifier ces résultats. Le collaborateur va devoir garder un rôle actif. Donc, par exemple, si une IA est utilisée je prends toujours cet exemple qui est assez parlant, mais une IA qui est utilisée pour le tri de CV, le tri de candidature, vérifier donc la cohérence et l'exactitude des résultats pour éviter les erreurs, les dysfonctionnements et, euh, et surtout, dans ce cas-là, les biais discriminatoires. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, mettre en place des procédures très claires en cas de dysfonctionnement de l'outil. Donc, il faut que le collaborateur puisse réagir en cas de dysfonctionnement de l'outil et savoir comment il doit réagir. Donc, qu'est-ce qu'il doit mettre en place, qui prévenir, quel canal de communication utiliser, que faire si des données à caractère personnel sont exposées et dans quel délai. Et bien sûr, toujours dans la même logique que la politique IA, il faut que ce soit une procédure qui soit documentée, formalisée et portée à la connaissance du collaborateur. D'accord, donc pour résumer, en gros, tu proposes donc trois grands axes de bons réflexes à adopter, hein. Le premier, ça va être la sensibilisation à la qualité et à la pertinence des données fournies par l'IA. Donc là, ça va passer par une formation à formuler des requêtes claires et ciblées. Ça va être dans un deuxième temps vérifier les résultats générés par l'outil parce qu'il est possible qu'il soit pas toujours juste. Et puis enfin, là, comme tu viens de le dire, ça va être mettre en place des procédures en cas de dysfonctionnement de l'outil finalement pour faire des remontées en interne. Alors, on a évoqué les sanctions disciplinaires possibles contre les salariés, mais j'imagine que l'entreprise encourt aussi des risques vis-à-vis des tiers. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces sanctions qu'encourt l'entreprise? L'entreprise peut en effet voir sa responsabilité, dans un premier temps, sa responsabilité civile en fonction des dommages qui vont être causés par l'IA, notamment s'il y a un système d'IA qui est défaillant ou biaisé. Ça peut aussi être une responsabilité civile qui est engagée en matière de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle. Donc des dommages et intérêts peuvent être réclamés. Et en cas de contrefaçon, des sanctions pénales peuvent aussi être prononcées. Et au-delà de la responsabilité civile ou pénale de l'entreprise, des sanctions administratives peuvent également être prononcées. Donc là, c'est des sanctions qui vont être très lourdes, qui sont prévues par l'IA Act et également par le RGPD, donc quand on a de la donnée à caractère personnel qui est en jeu, et qui peuvent atteindre plusieurs millions d'euros. Donc, par exemple, au regard de l'IAAC, les amendes peuvent atteindre jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires annuel mondial. Et au regard du RGPD, les amendes peuvent atteindre jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc, des sanctions très lourdes qui peuvent s'ajouter. Et au-delà de ces sanctions, on a toujours aussi un risque d'atteinte à la réputation de l'entreprise qui passe d'une part par la publication de la décision si elle est ordonnée par le juge ou de manière générale la réputation de l'entreprise tant en interne que auprès des clients ou des partenaires qui vont être informés de ces manquements. Donc des sanctions finalement qui sont loin d'être anodines et au contraire qui peuvent être vraiment très très lourdes. Marie, je crois qu'on va finir notre podcast sur cette note. Merci beaucoup à toi de nous avoir accompagnés aujourd'hui et de nous avoir apporté cet éclairage juridique et tous ces conseils précieux autour du déploiement de l'outil d'IA en entreprise. Eh bien, merci à vous, un grand merci pour votre invitation. J'ai été ravie d'échanger sur les enjeux juridiques de l'IA avec vous et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Avec l'entrée en vigueur de la réglementation européenne, déployer l'IA sans cadre solide, c'est aujourd'hui prendre le risque d'exposer son entreprise à des sanctions juridiques.
Mais c'est aussi prendre le risque de nuire à sa crédibilité et à la confiance des collaborateurs, partenaires ou encore clients. Il est donc important d'aborder l'IA avec une approche responsable et structurée. Avec Marie Muniki du cabinet Empreinte Avocat, nous avons exploré comment cela peut se traduire en actions concrètes et pragmatiques. Tout d'abord, analyser systématiquement les risques avant tout déploiement. Ensuite, exiger des éditeurs des garanties solides. Et enfin, mettre en place des politiques d'utilisation claires. L'IA, bien comprise et bien encadrée, s'annonce comme un véritable atout pour les PME à condition de respecter pleinement la réglementation actuelle. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je suis Pauline Correa et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sur un air de RH.